Je vous souhaite la bienvenue depuis le Centre des médias publics de Bruxelles, où le Premier ministre Viktor Orban est également présent. Bonjour à tous. Bonjour. Les dernières 24 heures ont été intenses. Marche pour la paix, commémoration du 23 octobre, puis sommet de l'Union européenne ici à Bruxelles. Lors de la conférence de presse après le sommet, vous avez déclaré que la Hongrie n'enverrait ni hommes, ni argent, ni armes en Ukraine. Combien de temps cette position peut-elle être maintenue? Quelle a été la pression hier pour que cela change? La journée d'hier a été intense. J'ai eu l'impression de vivre 48 heures en une seule, mais en seulement 24. Mais le plus important, c'est que nous avons eu une belle et émouvante fête nationale. Aujourd'hui, tout le monde aborde les grands rassemblements du 23 octobre sous l'angle politique. Mais en réalité, il s'agit d'une fête nationale. Et c'était beau et émouvant. Après tout, nous avons rendu hommage aux héros de 56 et nous nous sommes souvenus qu'en des temps très difficiles, nous avons su défendre les bonnes causes ainsi que nous-mêmes. Il y avait dans tout cela une atmosphère vraiment émouvante. Nous devons une reconnaissance particulière aux artistes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une célébration aussi libératrice, mais aussi touchante. Je suis particulièrement heureux que quelqu'un ait enfin réussi à adapter en hongrois la seule chanson de 56 écrite par les Italiens et qui se prête au chant. C'est l'Avantira Gazzidi Buddha, Avantira Gazzidi Pest. Quelqu'un l'a maintenant réécrite, traduite, peut-être même Szentevajk lui-même, et ils ont créé, arrangé une excellente musique pour l'accompagner. Vous savez, chanter ensemble est important, le chant commun ouvre les cœurs, mais nous avons perdu cette habitude, car peu d'entre nous vont à l'église, ce qui aiderait, et il n'y a plus de service militaire non plus. Quand j'étais jeune, il fallait chanter en marchant, et chanter ensemble, c'est agréable. Mais ces formes et ces occasions ont disparu de la vie des gens. C'est pourquoi il est important que nos artistes nous aident à retrouver cette capacité, car je le répète, une relation tout à fait différente se crée entre deux personnes si elles sont capables de chanter la même chose ensemble. Parce que le fait de chanter des chansons populaires, dont on parle souvent simplement comme d'un divertissement, reste aussi populaire parce qu'il permet justement de rapprocher les gens les uns des autres. Pour cela, je suis très reconnaissant envers les artistes, à ceux qui étaient sur scène, qui étaient beaux, qui étaient talentueux, et à ceux qui sont simplement venus et qui, par leur poids intellectuel, mais ils ont maintenant ajouté leur soutien à 56 et à la guerre de la liberté. C'était un événement où l'on aurait volontiers été ému, moi aussi. Si j'avais été spectateur, un jour cela m'arrivera peut-être, alors je serais sûrement ému, mais quand on doit prononcer un discours, ce n'est pas le moment de s'émouvoir. Il faut faire son travail. Donc c'était une matinée et un début d'après-midi difficile, beau mais difficile, et c'est de là que nous sommes venus ici, à Bruxelles. Eh bien, quand la maison brûlait déjà. Je vois qu'ici, à Bruxelles, la réalité nous arrive en pleine face. Cela vaut pour la guerre, pour le financement de la guerre, et aussi pour l'économie européenne. En effet, nos points à l'ordre du jour étaient les suivants. La guerre russo-ukrainienne, la compétitivité, le logement, les questions de logement en Europe et bien sûr quelques questions de politique étrangère également. Et l'argent est épuisé. Si je veux résumer brièvement la situation, nous avons écouté la présidente de la Banque centrale européenne. C'est toujours très intéressant. C'est une sorte de sommet de l'euro où ceux qui sont dans la zone euro se réunissent régulièrement et écoutent la présidente de la Banque centrale européenne. Nous, qui ne sommes pas membres de la zone euro, avons cette opportunité plus rarement, mais une ou deux fois par an. La présidente vient nous voir, ou bien nous sommes aussi invités à ce sommet. Et alors, nous obtenons un aperçu plus approfondi de la situation financière. Et le point de départ dans l'économie européenne, c'est que pour 2026, nous avons également entendu des prévisions. Selon les dirigeants, la croissance économique de la zone euro sera de 1% en 2026, alors que la moyenne mondiale sera de 2%. Et pendant ce temps, ceux avec qui nous sommes en concurrence, les États-Unis et la Chine, auront même une croissance encore plus élevée. Il est donc clair que depuis de nombreuses années, l'Union européenne obtient de moins bons résultats que le reste du monde. En conséquence, les difficultés économiques s'aggravent. L'argent se fait de plus en plus rare, tandis que l'Union s'engage
dans de plus en plus de choses, par exemple une guerre, et elle a épuisé ses ressources financières. C'est pourquoi, à mon arrivée ici, l'ambiance était tendue. Plusieurs premiers ministres se sont exprimés sur un ton qui ferait pâlir celui des Hongrois, critiquant certaines mesures prises récemment. Il ne s'agit pas de mesures liées à la guerre, mais de décisions qui, indépendamment du conflit, détériorent l'économie. Contre les mesures qui ralentissent et bureaucratisent. Hier, ils se sont surtout insurgés contre des décisions que la Commission veut imposer aux États membres et qui entraîneraient une augmentation des prix de l'énergie de 8 à 10 %. Bien sûr, les pays les plus pauvres ont immédiatement déclaré qu'il fallait oublier cela, mais le problème, c'est que ces décisions ont déjà été prises auparavant. Nous nous y sommes bien sûr opposés, et maintenant il faut les réexaminer a posteriori. C'est toujours plus difficile. Il est toujours plus difficile de réviser une décision que de ne pas prendre une mauvaise décision. Mais si la situation économique est ainsi, alors comment trouvera-t-on de l'argent pour continuer à soutenir l'Ukraine? Car en plus de cela, les 26 ont de nouveau réaffirmé leur engagement hier. Oui, mais cela se fait avec de moins en moins d'enthousiasme. J'ai le sentiment qu'ils aimeraient déjà se débarrasser de ce fardeau, mais ils se sont tellement investis dans cette guerre. En fait, ce sont eux-mêmes qui ont attiré, voire poussé l'Ukraine vers la guerre. Et même récemment, ce sont eux qui ont tenté d'entraver les efforts de paix du président américain. Ils ont tellement trompé leurs propres citoyens avec ce conte selon lequel les Russes arrivent et que, hop, le soir, l'oncle Poutine va vous avaler, que ce soit à Paris ou à Berlin, qu'il est donc très difficile de sortir de cette psychose de guerre et de revenir de cette atmosphère de guerre. Et ils disent, ah pardon, en fait, les Russes ne veulent pas nous avaler. En réalité, c'est nous qui sommes les plus forts, pas les Russes. Ce n'est pas une menace réelle qu'ils viendraient ici pour occuper les pays européens. Mais maintenant, il faudrait arrêter la guerre et conclure la paix. Tout cela est le contraire de ce qu'ils disaient jusqu'à présent. Ce n'est pas une chose simple. La politique est un domaine où, lorsqu'on s'engage sur une voie dans les grandes affaires, en sortir sans que les gens demandent, même de lui, mais tu disais le contraire jusqu'à présent, et cela nous a causé des préjudices, des pertes. Mais alors, qui en est responsable? Donc, perdre une guerre ou admettre la possibilité de perdre une guerre et, pour cette raison, changer de cap, c'est une chose extrêmement compliquée. Les Américains n'y sont pas parvenus non plus. Biden et son équipe savaient très bien qu'ils avaient tout gâché, mais eux non plus n'ont pas pu changer de trajectoire. S'il n'y avait pas eu Donald Trump, il n'y aurait pas eu de changement dans la politique américaine. L'Amérique n'a pu se retirer de tout cela que parce que de cette politique erronée, parce qu'un nouveau président est arrivé qui a pu dire ce qui a été fait par quelqu'un d'autre, maintenant c'est moi qui suis là, je suis le nouveau président et maintenant on fait autrement. Et cela, on l'accepte d'un nouveau président. Mais ici, en Europe, la situation est différente. Ici, aucun grand pays n'a vu arriver un nouveau président à sa tête, donc ce sont ceux qui ont commis les erreurs qui devraient revoir la politique menée jusqu'à présent. D'ailleurs, ils disent eux aussi qu'ils veulent la paix, mais qu'ils souhaitent y parvenir en renforçant et en soutenant l'Ukraine. Ils disent moi qu'ils le feraient en passant par le renforcement et le soutien de l'Ukraine. En même temps, on a senti dans les déclarations des derniers jours que, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas encore de date fixée pour le sommet de la paix à Budapest, cela a été accueilli, disons, avec une certaine satisfaction. Quelle est l'explication de cette double communication? Je n'ai pas ressenti cela, car eux aussi savent que depuis que Donald Trump est président des États-Unis, de grandes choses peuvent se produire en 2 jours. Eh bien, la dernière fois qu'ils ont convoqué le sommet de la paix au Moyen-Orient, ce qui est une situation plus compliquée que la guerre en Ukraine, historiquement encore plus chargée. La décision a été prise samedi à midi et dès lundi après-midi, il y avait déjà des signatures et la moitié du monde était présente. Donc des rencontres peuvent aussi être organisées en 2 ou 3 jours. La nouvelle de ce matin, c'est que les Américains vont rencontrer le président chinois. Donc ici, en Europe, on sait très bien que le sommet pour la paix n'a pas été retiré de l'ordre du jour. Au pire, il ne se réalisera pas dans la semaine, la date reste incertaine, mais qu'il aura lieu, cela ne fait aucun doute. Eh bien, tout le monde sait que les Russes vont s'entendre avec les Américains. Le seul problème ici, c'est le problème des Européens. Ils ont déclaré le président russe criminel de guerre, ils l'ont même placé sur l'étagère de Belzébuth, et pour eux, il est problématique de rencontrer un président russe. Si je fais quelque chose,
il y a des conséquences. Le président américain n'a jamais fait cela. C'est pourquoi il peut rencontrer le président russe à tout moment. Les Européens souffrent du fait que, même si nous aussi, nous devons négocier, nous sentons tous qu'il serait nécessaire d'avoir un sommet direct entre l'Europe et la Russie. Mais comment cela pourrait-il se faire après tout ce que les Européens ont dit et fait? Donc, si tu ne réfléchis pas à l'avance, si tu te laisses emporter par l'élan, ou si tu ne penses qu'à court terme, tôt ou tard, tu en paieras le prix. C'est dangereux. La politique internationale est un terrain risqué. Il n'y a donc pas encore eu de sommet pour la paix, ni de négociation de paix, mais il y a bien eu une marche pour la paix, qui a précédé la célébration du 23 octobre. Quel message avez-vous rapporté à vos collègues d'ici, de la place Kossuth et de la marche pour la paix? Tout événement d'une telle force de conviction, d'une telle ampleur, et je peux même dire désormais d'une ampleur écrasante et d'un tel rayonnement, porte le message suivant, même si je ne le dis pas explicitement. La position des Hongrois que je représente ici n'est pas seulement celle du Premier ministre, ce n'est pas seulement la position du gouvernement hongrois, il y a un peuple derrière cela, et après tout, nous vivons en démocratie, et le fait que, quand un peuple décide de quelque chose, disons sous la forme d'un référendum comme cela s'est passé chez nous, ou lors d'une consultation comme c'est en cours actuellement, ou lors d'un immense rassemblement populaire où certaines choses sont clairement exprimées, alors cela a un tout autre poids. Ainsi, tout le monde comprend qu'il est inutile d'essayer de me presser, de me mettre sous pression, de m'acculer dans un coin et de me bousculer. D'abord, je peux le supporter, et même si je ne le supportais pas, cela ne mènerait à rien, car entre-temps, la population d'un pays, un peuple, n'a pas envie de ce que les dirigeants de l'Union veulent ici à Bruxelles. Et si le peuple ne le veut pas, alors il résiste, à condition bien sûr qu'il ait assez de courage et de force. Mais la commémoration de 56 nous rappelle justement que les Hongrois ont assez de courage, assez de force, assez de souffle, et qu'on ne peut pas nous traiter comme un peuple servile. Vous avez dit hier lors de la commémoration qu'aujourd'hui, il ne nous reste que deux choix, la guerre ou la paix. La situation est-elle vraiment aussi simple? Oui, c'est aussi simple que cela. S'il y avait la paix, alors les perspectives économiques de la zone euro, les perspectives économiques de l'Europe, le potentiel de croissance ne seraient pas d'1%, mais de 3 ou 4. Aujourd'hui, il est évident d'un point de vue économique que si les sanctions n'existaient pas, si nous ne dépensions pas notre argent pour la guerre en Ukraine, si la coopération économique avec la Russie était rétablie, alors, à cet instant, l'économie européenne, y compris celle de la Hongrie, se retrouverait dans une situation totalement différente. Donc, s'il y a la guerre, il n'y a pas de développement. S'il y a la paix, il y a du développement. C'est aussi simple que cela. Vous avez également tracé la ligne de démarcation entre guerre et paix sur le plan politique intérieur, en évoquant la relation entre le parti au pouvoir et l'opposition. Pourtant, l'opposition aussi, le parti TISA aussi, affirme vouloir la paix. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont malgré tout du côté de la guerre? Eh bien, c'est le Parti populaire européen qui détermine la politique de l'opposition hongroise. Donc, chacun peut dire ce qu'il veut. Mes enfants aussi ont l'habitude de tout dire. Ils disaient toutes sortes de choses quand ils étaient petits, bien sûr, mais en réalité, ils ont des maîtres, ils ont des parents. L'opposition hongroise, le TISA aussi, et le DK aussi, ont des maîtres, on pourrait dire des parents. Le Parti populaire européen et la Société socialiste européenne. Les deux veulent la guerre ici. Donc, il est tout à fait évident que depuis Bruxelles, les partis qui soutiennent Bruxelles ne reçoivent que des instructions. Il faut soutenir la ligne centrale. Et la ligne centrale à Bruxelles, c'est la ligne pro-guerre. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul groupe dans l'Union européenne qui soit pour la paix et contre la guerre, ce sont les patriotes. Cette bataille se déroule ici, à Bruxelles. Le Parti populaire européen affronte les patriotes européens. C'est comme si le TISA débattait avec le Fidesz. C'est la même chose. Et peu importe ce qu'ils disent chez eux, je ne pense pas que les gens avalent le double discours. Il faut venir ici, à Bruxelles, il faut suivre les nouvelles. Ici, il y a une politique pro-guerre. Actuellement, la majorité est pro-guerre. Le DK appartient aux socialistes, le TISA au Parti populaire européen, et ces deux partis sont les plus fervents partisans de la poursuite de la guerre.
Donc, ils ne veulent pas quitter la ligne de la guerre. Ici, nous sommes les seuls à vouloir la paix. Parlons aussi d'un autre projet du TISA. Le parti évoque officiellement la revalorisation des pensions les plus basses, mais il y a des experts économiques qui leur sont liés et qui voudraient taxer les retraites. Si l'on regarde ce qui se cache derrière cela, on constate que les retraités ont payé des impôts et des cotisations afin de percevoir aujourd'hui leur pension. Comment la redistribution sociale et la solidarité seraient-elles affectées si l'on venait à toucher à cela? Au système. Cela fait 30 ans que je participe à ces débats. Je me souviens très bien de l'époque du paquet Bokros. Donc, il existe en Hongrie une tendance qui affirme que si l'économie ne va pas bien, ou si l'on veut exempter certains groupes d'impôts, disons les banques ou les entreprises multinationales, alors il n'y a pas de recettes. Il y a un manque à gagner. Il faut compenser quelque part. Alors on veut toucher soit au système de retraite, soit au système fiscal. Car si tu exonères les banques et les multinationales, il faut bien récupérer l'argent quelque part. Une possibilité, c'est de dépenser moins pour le système de soutien aux familles. Ou bien, au lieu de l'impôt à taux unique, qui est le plus bas d'Europe, et à mon avis le meilleur système fiscal, tu dis que tu introduis un système progressif. C'est clairement sa position. Ou bien, étant donné qu'il y a énormément de retraités, on parle de 2,5 millions de personnes, eh bien, on peut aussi leur prendre de l'argent. On peut rassembler pas mal d'argent si on s'attaque aux retraités. Et alors surgit l'idée de taxer les pensions de retraite. Toutes ces idées sont complètement farfelues, donc il faut rejeter ces idées avec la plus grande fermeté. Il faut les oublier. Ce n'est pas seulement une question de justice sociale, mais on met aussi la main dans un véritable nid de guêpes lorsqu'on intervient dans les équilibres internes du système de retraite, ce que l'on ne comprend même pas. Je l'ai déjà fait. Donc, il y a eu un cas, même si nous n'avons pas supprimé quoi que ce soit, ce sont les socialistes qui ont supprimé le 13e mois de pension. Mais moi, j'ai fait en sorte que les pensions ne soient pas augmentées de manière identique pour tout le monde, déjà lors de notre premier gouvernement, entre 1998 et 2002, mais j'ai essayé de corriger les proportions à l'intérieur du système. Une telle polémique a éclaté que l'on ne savait même plus où on en était. Il était impossible de s'y retrouver, car tout le monde admet que c'est maintenant que cela se joue. Personne n'en est satisfait, personne ne peut savoir si c'est totalement juste, mais tout le monde connaît ce système, sait qu'il recevra sa retraite en fonction du nombre d'années travaillées et des cotisations versées. C'est une combinaison de ces deux éléments qui détermine la retraite de chacun. Certains reçoivent plus, d'autres moins. Cela dépend du montant des cotisations versées et de la durée pendant laquelle la personne a travaillé. Et à ce moment-là, dès que tu y touches, les retraités comparent aussi les mesures de réforme ou de modification des retraites entre eux. Ils ne s'intéressent pas seulement à savoir s'ils vont recevoir quelque chose, mais aussi à la façon dont leur situation évolue par rapport aux autres. Ils ont le sentiment qu'une intervention ou un changement injuste remet en cause la justice d'une vie entière ou la situation acceptable obtenue après une vie de travail. Donc, je mettrai tout le monde en garde contre le fait de toucher au système de retraite. Donc, si on veut faire quoi que ce soit dans le système de retraite, il faut tout simplement augmenter les pensions et après la 13e mensualité, il faut introduire la 14e. C'est d'ailleurs un sujet d'actualité, nous nous en occupons. Cela représente énormément d'argent. Nous travaillons pour en assurer la base financière. C'est de cela qu'il vaut la peine de parler. Mais instaurer un impôt sur les retraites, comme le propose le TISA, ou donner plus à certains et moins à d'autres, c'est ce dont je voudrais protéger la Hongrie. Vous avez mentionné que le TISA a également d'autres projets fiscaux, n'est-ce pas? Il y a eu des fuites concernant une augmentation de l'impôt sur le revenu. Il y a eu des projets concernant cela. Le parti nie ces allégations et parle du maintien des avantages fiscaux, voire même d'une réduction de l'impôt sur le revenu dans certaines tranches. Pourtant, le gouvernement a lancé une consultation nationale sur des questions fiscales et en partie énergétiques. Pourquoi est-il nécessaire de discuter de ces questions avant les élections, alors qu'il semble que ce sera de toute façon l'un des thèmes de campagne, voire l'un des principaux thèmes de campagne?
Le problème, c'est qu'il y a manifestement une instrumentalisation en cours. Donc, je comprends ce que chacun dit, mais en même temps, il y a des prises de position selon lesquelles il ne faut pas parler de certains sujets avant les élections parce qu'on risque de les perdre. C'est la position officielle du Parti TISA. Bien sûr, on peut le nier maintenant, mais je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles où les dirigeants de TISA disaient ouvertement à leurs propres membres qu'il ne fallait pas révéler avant les élections ce qu'ils comptaient faire. Parce que si on le dit, ils perdraient les élections. Il faut d'abord gagner les élections, ensuite tout devient possible. C'est pour cela qu'il y a tant de discours contradictoires de l'autre côté, parce qu'ils veulent dissimuler leur véritable intention. Mais la vérité, c'est que dans la politique moderne, c'est très difficile. Où que tu ailles, un enregistrement audio est réalisé, tout le monde a un téléphone portable, tu ne peux pas faire de discours ou donner un briefing, même à tes propres partisans, sans que des images ou des propos ne soient rapidement diffusés quelque part. Tout le monde a pu entendre son propre chef lorsque les membres du Parti TISA ont voté pour remplacer l'impôt à taux unique par un impôt progressif. Cela signifie une augmentation d'impôts. L'impôt progressif signifie une augmentation d'impôts. Ou encore, lorsque leurs experts ont parlé de la nécessité d'intervenir dans le système de retraite, d'abolir la retraite anticipée pour les femmes après 40 ans et de réformer la 13e mensualité de la pension. Donc je comprends qu'ensuite, il est plus simple de nier tout cela que de défendre une telle position antisociale, mais le plan, c'est de dépouiller les retraités, de dépouiller la classe moyenne, de prendre l'argent aux familles. Et ce n'est pas sans précédent. Il y a toujours eu des gens qui pensaient ainsi. Je le répète, cela fait 30 ans que j'observe cela. Cela fait 30 ans que je me bats contre ces politiciens, contre ces économistes qui, sans cesse, bombardaient et bombardent encore aujourd'hui le gouvernement avec de telles propositions. Mais leur argument, bien sûr, c'est que la gauche plaide toujours pour des impôts élevés parce qu'elle estime qu'elle peut redistribuer plus équitablement les revenus ainsi collectés. Mais d'ailleurs, sur quoi reposerait, selon eux, cette redistribution soi-disant plus juste? On appelle cela de l'ingénierie sociale. C'est donc une autre façon de penser. C'est d'ailleurs une mentalité communiste, si je peux m'exprimer ainsi. Dans leur esprit, ils ont une idée de ce qu'est une vie juste et ils essaient de forcer les gens à suivre les règles de cette vie juste imaginée par les politiciens. C'est la pire chose que j'ai jamais vue. C'est de là que naissent la tyrannie, l'oppression et à la fin, une faillite économique. Nous avons déjà vécu cela une fois. Il existe une autre façon de penser, c'est la nôtre. Nous disons, les gens, tout le monde a un revenu. Surtout maintenant qu'1 million de personnes de plus travaillent qu'à l'époque de la gauche. Donc il y a des revenus et nous disons, si tu gagnes 10 fois plus, paie 10 fois plus d'impôts. C'est juste. Mais il faut les percevoir. Tu dois payer et l'État doit les collecter. Et si tout le monde paie, si chacun paie 10 fois plus, si tu gagnes 10 fois plus, tu paies tes impôts en conséquence. Alors il se forme une somme à partir de laquelle on peut faire fonctionner les services publics du pays, de l'armée à l'éclairage public. C'est une autre façon de penser. Nous ne voulons prélever en impôts sur les gens que l'argent absolument nécessaire au fonctionnement du pays. Nous sommes heureux si les gens ont le plus d'argent possible dans leur poche. Nous ne voulons pas leur prendre leur argent pour ensuite créer un monde juste. C'est une réalité. Cela ne nous viendrait même pas à l'esprit. Nous pensons que les gens savent comment ils veulent vivre, sont heureux d'avoir le plus de revenus possible et savent le mieux comment le dépenser. Nous ne voulons pas décider à leur place, prendre leur argent puis le redistribuer. Il faut en collecter un peu pour les services publics. Mais l'idéal, c'est que le plus d'argent possible reste entre les mains des gens. L'une des questions de la consultation concerne la réduction des charges énergétiques. Cependant, cette semaine, une décision a été prise au niveau ministériel de l'Union européenne concernant l'interdiction d'importer des sources d'énergie russes, ce qui, dans le cas du pétrole, entrerait en vigueur dès janvier. Cette décision n'a pas tranché la question. La réduction des charges énergétiques peut-elle ainsi être maintenue à l'avenir? Non, nous nous battons encore. Donc cette bataille n'est pas encore perdue. Il faut des manœuvres sérieuses. Il faut des compétences de commandement pour contrer cela. Nous subissons une pression. Les Bruxellois veulent que nous supprimions la réduction des charges énergétiques en Hongrie. Ils le veulent depuis des années. En effet, la réduction des charges énergétiques a un coût et ce sont les grandes multinationales et les entreprises énergétiques qui le paient, tandis que Bruxelles défend leurs intérêts contre ceux du peuple hongrois. Mais le gouvernement, lui, défend le peuple hongrois et ses intérêts. Donc, il y a toujours eu une pression sur nous
Le DECA et le TISA soutiennent également cette ligne bruxelloise. Ils disent de toujours que la réduction des charges énergétiques n'est pas juste, n'est pas bonne, qu'elle est irréaliste, une supercherie, ce genre de choses. Donc, eux, ils aboliraient la réduction des charges énergétiques. Et nous devons la défendre. Et en plus, cela tombe à pic pour eux, les adversaires de la réduction des charges énergétiques, qu'il y ait des sanctions contre les sources d'énergie russes. Car il est vrai que nous ne pouvons maintenir la réduction des charges énergétiques que si l'on ne nous impose pas des sources d'énergie coûteuses, si nous devons payer plus, voire le double, pour le pétrole et le gaz. Alors nous ne pourrons pas non plus les fournir aux gens au prix réduit actuel. Donc, celui qui s'oppose à la réduction des charges énergétiques doit aussi défendre le droit de la Hongrie d'acheter du pétrole et du gaz aux Russes, soit au même prix qu'eux, soit à un prix inférieur. Ce match n'est pas encore joué. Il y a effectivement actuellement des sanctions contre certaines compagnies pétrolières russes. J'ai commencé la semaine en discutant à plusieurs reprises avec les dirigeants de MOL. Nous travaillons à trouver comment contourner cette sanction. Oui, c'est une question intéressante de savoir ce que l'on peut faire, car de l'autre côté, à Bruxelles, on dit qu'il faut diversifier. Il faut diversifier, c'est-à-dire s'approvisionner auprès de plusieurs sources, et que la Hongrie n'a pas accordé suffisamment d'attention à cela ces dernières années. De plus, le ministre polonais des Affaires étrangères a même déclaré cette semaine qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que l'oléoduc de l'Amitié subisse le même sort que le Nord Stream. Oui, mais c'est encore cette hypocrisie bruxelloise, cette duplicité ou ce double jeu. Pourquoi parle-t-on ici de diversification? La diversification signifie obtenir des sources d'énergie à partir du plus grand nombre de sources et par le plus grand nombre de possibilités possibles. Aujourd'hui, la Hongrie, par exemple, pour le pétrole, a deux possibilités. Nous avons un oléoduc principal, c'est l'oléoduc de l'Amitié, et nous en avons un secondaire. L'un passe par l'Ukraine, le secondaire vient de Croatie. Maintenant, si tu dis de couper celui qui passe par l'Ukraine, alors il n'en reste plus qu'un sur deux. En quoi est-ce une diversification? Ce que je veux dire, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Ce dont il s'agit ici, c'est qu'ils ne veulent pas accepter qu'en Hongrie, contrairement à tous les autres États membres de l'Union européenne, les charges sont extrêmement basses. Si vous regardez un tableau montrant quel pourcentage de leur salaire les citoyens des pays européens doivent consacrer au paiement de leurs charges, vous verrez que c'est en Hongrie que l'on paie le moins. Et si nous ne le voyons pas, mais qu'on le dit partout en Europe, alors, si les Hongrois arrivent à payer peu, pourquoi devrions-nous payer plus cher? Donc il y a aussi un problème ici, c'est que les programmes hongrois réussis, les programmes sociaux de réduction des charges, c'est précisément ce genre de choses. Mais le système de retraite en est un aussi. Et puis, notre opposition à la migration en est un autre exemple. Donc les autres, c'est-à-dire les citoyens des pays européens, s'appuient sur l'exemple hongrois pour exiger la même chose de leur propre gouvernement. Pour Bruxelles, cela pose aussi un problème que la Hongrie soit un exemple qui montre que, oui, il est possible d'avoir une énergie moins chère, il suffit de faire les choses différemment. Tu peux être un pays sans migrants, il suffit de faire les choses différemment. Tu peux avoir un système de retraite avec un 13e mois, il suffit de faire les choses différemment. Donc, la Hongrie est un caillou dans la chaussure, un exemple gênant pour ceux qui ne mènent pas les mêmes politiques que la Hongrie. C'est pourquoi la pression est double. Il y a toujours une considération géopolitique, de politique étrangère derrière, et il y a aussi une considération de politique intérieure, propre à chaque pays européen. Il y a donc aussi un lien avec la politique intérieure propre à chaque pays. Enfin bref, c'est leur affaire. Ce n'est pas à nous de nous en occuper. Notre tâche, c'est de protéger tout ce qui est important et bénéfique pour les gens. J'ai également interrogé le premier ministre Viktor Orbán au sujet du sommet de l'Union européenne d'hier, du message de la Marche pour la paix et de la consultation nationale.